Ce que je vais vous présenter cet après-midi, c'est un outil qu'on a développé dans la région qu'on appelle le guide de l'autosuffisance en production laitière. Le but de cet outil-là, c'est que ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille avec mes producteurs pour améliorer les coûts de production en utilisant le plus possible des fourrages, entre autres, qu'on peut produire sur la ferme, en se disant que c'est la manière d'y aller parce qu'on nourrit des vaches. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a jamais deux fermes pareilles, on n'a jamais les mêmes contraintes, les mêmes possibilités, mais le but était de trouver une manière de mesurer l'ensemble des pans de l'entreprise qui ont un impact sur la rentabilité, puis d'être capable de le chiffrer puis de le mesurer de manière simple puis objective. De sortir les émotions des processus de décision qu'on a à prendre sur une ferme. Puis ce que je vis de plus proche de ça, comme avant que j'utilise ça dans le laitier, ce que je vis de plus proche de ça, c'est quand que je suis des producteurs de porc qui ont passé au travers des crises qui ont passé. Quand ils prennent une décision, il n'y a aucune émotion dans la patente. C'est voici le chiffre, le résultat, voici l'objectif, qu'est-ce qu'on pourrait corriger, telle affaire, comment ça coûte, ça se fait-tu, je suis capable, oui, non, on le fait pas, that's it. Et dans le laitier, je suis très loin de ça, puis plus qu'on travaille différemment de l'ensemble de l'industrie, bien plus qu'on se fait challenger, puis plus que c'est important de pouvoir se rapporter à quelque chose qui est facile à mesurer, puis qui est concret, puis qui nous amène vers un objectif de rentabilité. Parce que ça reste qu'on est des entreprises. La première chose qu'il faut faire, c'est de l'argent. Ensuite de ça, bien là, on peut avoir des loisirs, puis faire d'autres choses autour. Donc, dans le guide de l'autosuffisance, il y a 3 principales grilles de classement. La première est la grille de classement des fourrages. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille avec cet outil-là. Ça sert à... En gros, là, ça me sert comme nutritionniste à me faire comprendre de mon client en lui disant c'est quoi le type de foin que je veux, puis en nuançant chacun des foins qu'il me fait de un par rapport à l'autre en fonction du potentiel que je peux faire de l'argent avec. Donc, à place d'arriver avec une feuille d'analyse que j'ai 15 résultats, ça c'est ma job à les interpréter, que j'ai 15, 20, 32 lignes dessus, j'arrive en disant, bien ça j'ai un foin à 350 $, là j'ai un foin à 230 $, ici j'ai un foin à 80 $, là j'ai un foin à 180 $. Puis plus que le chiffre est élevé, plus que c'est facile pour moi de faire de l'argent aux producteurs avec cet aliment-là. Mais bien évidemment, sur une ferme laitière, il n'y a pas juste les fourrages qui viennent en ligne de compte. Donc, on a aussi la grille de classement du troupeau, puis la grille de classement de la rotation de culture. C'est pour ça que c'est les 3 grilles principales avec lesquelles on travaille. L'objectif, c'est de mesurer objectivement les performances de la ferme laitière en mettant en corrélation les différents secteurs de l'entreprise. Donc, les 3 grilles principales que je vous dis qu'on a dans le guide de l'autosuffisance, la grille de classement des fourrages, la grille de classement des troupeaux, que je vais vous présenter dans cette présentation-là, puis la grille de classement de la rotation de culture, que je vais aussi vous présenter dans cette présentation-là. Au travers de ce guide-là, en plus des 3 guides principales, il y a une panoplie de grilles secondaires qui servent d'outils diagnostiques pour nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a à améliorer pour aller chercher les minimums requis des 3 grilles principales. C'est pour ça, entre autres, que j'ai le monsieur de tension parasite, c'est que les tensions parasites font partie de ces grilles-là. Donc, on parle des préparations au vêlage, la grille du choix des grains, la grille du choix de la gestion du remplacement, des départs des veaux, de la litière, du nombre de traites, de la qualité puis de la quantité de l'eau, de la capacité d'entreposage des fourrages. Il y en a environ une trentaine. Mais c'est sûr que je ne passe pas ces grilles-là avec chacun de mes clients. Puis, bon, l'idée, c'est de mesurer les 3 grilles principales. Puis, quand on a des besoins particuliers à corriger, on peut sortir ces outils-là pour identifier plus facilement les problèmes qu'on va avoir à travailler ou les correctifs qu'on va avoir à faire. Quand que je vais chercher le minimum des 3 grilles, on est capable d'aller avoir moins de 400 $ d'achat d'aliments par kilo de gras avec moins de 2 hectares en culture par kilo de gras produit.
Puis pour arriver à ça, il y a 1000 combinaisons possibles, de différentes manières. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se comparer des entreprises entre elles qui n'ont pas les mêmes potentiels et contraintes dans un objectif de rentabilité. Donc, l'atteinte du minimum demandé des 3 grilles rend possible de produire plus de 3 000 $ de bénéfices nets par kilo de gras possible, par kilo de gras produit, indépendamment de la production par vache. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent faire 22 litres de lait par vache puis générer 3 000 $ et même plus par kilo de gras produit. Puis il y a des gens qui vont le faire avec 32 litres de lait par vache. C'est sûr qu'il y a une différence entre marge d'opération, c'est-à-dire aller chercher ce bénéfice-là, puis la gestion de la liquidité. Ça, c'est bien évident. Puis, c'est pas automatique non plus, parce qu'après qu'on génère de l'argent, ce qu'on fait avec notre argent, je veux dire, on a le droit, là, quelqu'un qui va avoir 22 000 tracteurs, ça ne me dérange pas, mais c'est sûr que peut-être que quand il va tout mettre ça, ces dépenses-là, dans sa ferme, bien, ça va être plus difficile d'aller chercher le 3 000 $ de bénéfice net par kilo de gros produit, là. Mais en général, on est capable d'aller le chercher assez facilement en atteignant le minimum des 3 grilles. Quand je vous dis que le volume de lait produit par vache n'a pas rapport, c'est pas moi qui le dis, c'est Raymond Chabot l'an passé qui était venu nous présenter des bénéfices nets par kilo de gras produit de 6 fermes différentes en fonction du niveau de production qu'ils faisaient, puis il n'y a aucun lien. Donc, on a une ferme qui fait 19 litres de lait par vache qui génère 2 867 $ de bénéfices nets par kilo de gras produit. Une ferme de 32 litres qui en génère 650. Une ferme de 29 litres qui est à 2 489. Donc, la production par vache puis le bénéfice net par kilo de gras qu'on produit n'a rien à voir. Puis c'est pas nous qui le dit, c'est les comptables. La liquidité, bien, ça, c'est l'équilibre entre les revenus mensuels et les paiements. Tout simplement, là. Fait que si on s'est mis un endettement qu'il faut produire 30 litres de lait par vache pour faire les paiements, puis que là, quand les vaches tombent à 28, ça peut arriver que je ne fasse pas mes paiements, mais ça ne veut pas dire que je ne fais plus d'argent. C'est ça la gestion de la liquidité. Puis si j'arrive dans un contexte que j'ai un problème de liquidité, mais que je veux continuer à faire le plus d'argent possible, puis que mes 3 grilles, des fois, je ne peux pas aller chercher les minimums là, dans le mois, bien, il y a 3 manières de faire l'équilibre. Augmenter le classement des grilles principales, c'est-à-dire que si je fais des fourrages à 280 $, le minimum de la grille des fourrages, je veux des fourrages à 250 $. Mais si je passe de 280 $ puis que je fais des fourrages à 355 $, ça risque d'améliorer ma production par vache. Mais ça ne veut pas dire que je vais améliorer beaucoup ma rentabilité. Je vais l'améliorer un peu, mais ça va surtout m'aider à améliorer ma gestion de liquidité. Je peux augmenter le nombre de vaches ou je peux baisser le nombre de kilos de gras à produire. Donc, en me servant de ces 3 manières-là, je peux toujours refaire l'équilibre, peu importe ce qui se passe sur l'entreprise, puis de garder la marge d'opération comme étant l'aspect principal à garder, à atteindre. Mais l'idée, c'est de ne pas améliorer la marge par vache en détériorant la marge par kilo de gras produit. Tu sais, le calcul qu'on se fait faire, c'est bien, on investit 50 cents par vache par jour dans l'alimentation des vaches, puis là, ça produit 1 $ de 1 litre de lait de plus. Donc là, on calcule que si on vend le lait à 80 cents l'hectolitre, bien, il reste 30 cents par vache. On multiplie ça par le nombre de vaches. C'est pas vrai. Ce qu'on économise, c'est le nombre de vaches que ça va me prendre de moins pour faire le même quota. Fait que dans le calcul que les gens font de 50 cents puis je vends pour 80 cents, là, j'améliore ma marge par vache, mais je détériore ma marge par kilo de gras. Donc, ça sert juste à gérer ma liquidité, à générer plus de liquidité, mais j'ai une moins bonne marge d'opération. Le nombre de litres de lait produit ou le nombre de kilos de gras par vache produit, c'est la même affaire. Ça ne me dit absolument rien à savoir si le gars fait de l'argent, parce que ça me donne son revenu, mais j'ai aucune idée de ses dépenses. Fait que la marge d'opération, c'est revenu moins dépenses. C'est ça. La rotation de culture est plutôt simple. C'est qu'on veut aller chercher plus de 2 000 $
de revenus à l'hectare par année pour la moyenne de l'ensemble de la rotation de culture, les fourrages étant calculés au prix de la grille de classement des fourrages. Puis pourquoi 2000 $? Pourquoi on le calcule en dollars? C'est pour tenir compte des potentiels différents des champs. C'est-à-dire que si j'arrive si j'arrive dans le Kamouraska ici, il y a des gens qui ont fait 30 ans de patates dans les mêmes champs, ils ont encore du rendement. Mais quand même que j'améliorerais bien gros en rotation, là. Je ne pense pas que ça va avoir un gros impact sur l'entreprise. Mais quand j'arrive dans un but de gravel, la deuxième année de grain, le rendement coupe en deux, bien lui, s'il n'y a pas de rotation, c'est sûr qu'il est mort. Mais sauf que là, quand que je viens mettre un objectif de rotation en dollars, ça tient compte de la qualité du produit que je sors, ça tient compte de la quantité de produit que je sors à l'hectare. Fait que ça, c'est pour que ça s'applique dans différentes situations. Mais je vais vous donner un exemple de comment ça se calcule. J'ai un exemple avec l'évolution d'une ferme réelle au niveau de ces trois grilles-là de 2013 à aujourd'hui. Ça, c'est ce que je veux. Ouais, c'est ça, ça se calcule comme ça. Le maïs en silage, bien, il y a une grille de valeur à la tonne du maïs en silage. On a mis des dollars aussi au maïs en silage pour pouvoir le calculer. Puis, les grains sont comptés selon le prix du marché. Donc, la valeur du maïs en silage, bien, en fonction du tableau de classement dans la grille de fourrage. Dans la grille de classement des fourrages, le maïs en silage, dans le fond, il n'y avait pas de valeur parce que c'était pour voir de combien bien il allait avec l'ensilage de foin ou pas. C'est une corrélation qui ont un en face de l'autre. Mais si je veux évaluer ma rotation de culture, on a mis des dollars au bout de ces types de maïs en silage-là pour pouvoir rentrer un dollar dans la valeur. Puis ça tourne autour de 200 $ de la tonne de matière sèche, un peu moins, un peu plus, excepté quand j'ai un gros problème de conservation, que là, on tombait à pas de valeur. Donc, là, je vous ai parlé des concepts. Après ça, je vais vous montrer une ferme réelle, d'où qu'on est parti, comment ça classait, puis qu'est-ce qu'on a fait pour modifier des choses. En 2013, au niveau de la grille de classement des fourrages, c'est une ferme que le classement était très variable. Principaux problèmes, les pH de ces ensilages étaient régulièrement en haut de 5, donc je n'avais pas de stabilité de conservation. Puis, la deuxième et la troisième coupe, principalement en légumineuses pures. Fait que dans le fond, son classement de fourrage variait entre 80 $ la tonne et 330 $ la tonne. Puis, le 330 $, c'était les belles batches de première coupe. Le reste, c'était presque tout le temps du 80 $. La cause, ben, c'est une entreprise qui n'avait pas vraiment de rotation de culture. Puis, pas de prise de conscience non plus que le pH est si important. C'est qu'ils s'organisaient pour avoir des humidités quand même correctes, mais à partir du moment qu'on ne mesure pas quelque chose, on ne peut pas se mettre à travailler à l'améliorer. Puis c'est carrément ce qui se passait sur cette entreprise-là. Les gens qui le suivaient, bien, ils n'avaient jamais parlé que la conservation des ensilages pouvait être si importante. Au niveau de la grille de classement des troupeaux, ça fonctionne sur 60 points. Il y a 6 points principaux qui sont tous subdivisés, qui donnent 10 points chaque. La grille minimum, le minimum de cette grille-là est de 30 points sur 60. Puis pour vous donner une idée, si je prends les moyennes des données provinciales des troupeaux laitiers au Québec, on sort à 15 points sur 60, sur ces points-là. Donc, quand les gens disent qu'ils ne font pas tant d'argent que ça, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de fermes qui ont des troupeaux qui sont en haut de 30 points sur 60. Le statut sanitaire, le premier point, au niveau des maladies. Puis ça, dans le laitier, les maladies, on n'en parle pas beaucoup, là. Mais pourquoi qu'on y attache beaucoup d'importance? D'un, les gens qui ont des troupeaux qui font de l'argent, ils y accordent énormément d'importance. Puis de deux, si on se compare à la production porcine, les seuls producteurs qui ont passé au travers, c'est ceux qui avaient des troupeaux sains. Donc, dans le laitier, on a encore un peu de lousse. Je pense que ça serait important qu'on se mette des troupeaux à l'ordre. Tu sais, le cause, ça coûte pas cher. Ben oui, c'est ça. Tu as une vache fraîche vêlée, si tu l'as gardée 2 mois, tu ris, à veille, elle devrait repartir comme il faut en lait. 1 mois et demi après le vêlage, ta sœur, elle était pleine de bosses, c'est là qu'elle a planté une 3e veau. Ça n'a rien coûté, ça. Tu sais,
Fait que l'idée, c'est, oui, c'est pas le premier critère de sélection, ça dépend d'où qu'on part, mais à un moment donné, il faut que ça vienne sur le dessus de la pile. Puis ça, c'est en faisant le reste, là. Les CCS, ça, c'est l'indicateur de santé court terme. Aussitôt qu'il se passe quelque chose qui va affecter la santé des vaches, la première chose qui bouge, c'est les cellules somatiques. Fait que quand les cellules somatiques montent de 50 000, il faut que je trouve pourquoi. Ensuite de ça, le revenu par vache, ça, c'est ce qui me sert à gérer ma liquidité. Donc, plus que j'ai un revenu élevé par vache, plus que c'est facile de rencontrer paiement et d'avoir des projets, ça, il n'y a pas de problème. L'âge des vaches, ça, c'est l'indicateur de santé long terme. Plus que ça fait longtemps qu'un troupeau est en santé, plus que les vaches vieillissent. Donc, on le calcule en nombre de lactations. Parce que d'avoir un troupeau de 5 ans, quand j'ai un intervalle de vêlage de 450 jours, puis que les tares veillent à 2 ans et demi, des fois, c'est peut-être un peu plus facile. Ils ont moins de chances de mourir, si on veut, là. Puis, l'intervalle de vêlage, ça, c'est l'indicateur de santé moyen terme. C'est que si les cellules somatiques ont monté de 100 000, puis je n'ai pas trouvé pourquoi, puis que j'ai laissé niaiser ça, bien, ça peut arriver que la prochaine chose qui va planter, c'est l'intervalle de vêlage. Ça m'aide, moi, comme conseiller, de savoir combien ça fait de temps que ça ne marche pas. Ensuite de ça, le dernier, c'est le pourcentage du poids de la vache qui a été consommé en fourrage qui sont en haut de mon seuil minimum que je veux dans la grille de classement des fourrages. Ça, c'est le futur. Puis il y a 2 manières de ne pas rencontrer ce critère-là, avoir des fourrages qui ne classent pas ou avoir des bons fourrages puis pas les en donner assez. Dans les 2 cas, dans le futur, je vais passer au bout du pont. Fait que si je reviens à la ferme que j'avais en 2013, que je vous donne l'exemple, sur 60 points, j'étais à 7 points sur 60. Puis j'ai pas de rotation de culture, puis j'ai pas de fourrage qui classe. Bien, ça, je vous l'ai dit tantôt. La rotation de culture chez ce client-là, c'est qu'il y avait des champs qui étaient en foin 8, 10, 12 ans, puis des prairies, des champs qui étaient en grains 8, 10, 12 ans. Là, ça fait qu'il y avait comme pas. On peut même pas mettre de chiffre sur la rotation de culture, il n'avait pas. Bon. Là, on commence par où? Et ce client-là, je vous dis, là, tu sais, il a commencé par commander, c'est parce qu'il n'y avait rien à perdre. Après qu'il achète, tu évalues la ferme un peu avec lui, puis là, ben, tu es là. Là, c'est quoi tu fais? Puis, je vais avoir des résultats dans combien de temps? Tu sais, vous en avez toutes des vaches, là. Bon. Ça prend un plan. Puis, un cycle laitier, là, c'est 5 ans. Fait que quand je mange une claque sur la gueule, là, ça prend au moins 5 ans sans remettre. Bon, là, j'en avais une pas pire. Fait que j'ai commencé par dire qu'avant 5 ans, ça irait pas mieux. De toute façon, s'il me mettait dehors, j'avais rien à perdre. Il n'y avait rien qui marchait. Bon, puis là, on s'est fait un plan, parce que c'est bien beau de dire ça, mais après ça, il faut que ça s'enligne dans le bon sens. On s'est mis à semer le plus de foin possible pour reprendre le retard d'un semis. Il y avait toute la vieille prairie. On s'est mis à en semer. On a changé des espèces pour au moins plus avoir le problème d'avoir juste de la légumineuse à la 2e et 3e coupe. On a modifié la récolte pour faire baisser le pH de ce qu'on ramasse. Puis, en fonction de la vitesse qu'on a amélioré ça, bien, on a ajouté ce qu'on sert aux vaches en termes de quantité de concentré pour faire le mieux qu'on pouvait avec l'état des vaches qu'on avait à ce moment-là. Bien, ça a pris 4 ans. Tu sais, c'est des champs. Fait que le plan, là, c'est qu'on fait ça pendant 4 ans. Puis, tu ne verras pas grande amélioration chiffrable avant 4 ans. Il n'y a pas eu de changement à court terme, rien? Non. Ben. Tu vois que tu t'en vas dans le bon sens, mais quand tu rends compte ton comptable puis ton gérant de banque, là, ne sont pas encore contents. C'est ça la réalité.
Présentement, au niveau de la grille de classement des fourrages, depuis la récolte 2016, il n'y a presque rien qui a été donné aux vaches qui classent en bas de 330 $. Puis ça, on a commencé en 2013. Mais il faut commencer par se faire du beau foin avant de commencer à le donner. Puis c'est quand ils en mangent depuis un certain temps qu'on commence à avoir une amélioration de santé des vaches. Bon. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a commencé à utiliser des ensilages de maïs aussi avec des unités thermiques plus basses pour être capable de le rendre à maturité, puis pas avoir de maïs qui surfermente avec des pH qui viennent trop bas, plus cultiver un maïs qui est adapté à notre région. Au niveau de la grille de classement des vaches, du troupeau, le statut sanitaire est resté comme on avait. On avait à peu près la moitié des maladies possibles. Ça, on n'a rien de fait encore là-dessus. C'est probablement un des prochains points qu'on va pouvoir commencer à travailler. Au niveau des CCS, on est rendu à 4 points, puis on était à seulement 2 points le coup d'avant. Puis tous les autres critères étaient à 0. Fait que revenu par vache, on commence à faire un petit peu plus de lait par vache. On a gagné 2 points. L'âge des vaches, ça c'est le très gros point qu'on s'est amélioré. Puis c'est ce qui nous a permis de faire un petit peu plus de lait par vache aussi. On est passé de 1,5 lactation à 2,4 lactation. Fait que là, on est juste dans la moyenne du Québec. L'intervalle de vêlage, on est passé de 450 jours à... on est rendu à 410 jours. T'sais, là aussi, on a gagné 4 points. On est rendu à 400 jours, on a gagné 8 points là. Puis, le pourcentage du poids des vaches qui mangent des foins de qualité, bien, j'étais à 10. Il fait manger 2,8 % de foin à 330 $. Donc là, j'ai tout gagné mes points. Ce qui fait que, au niveau du classement du troupeau, je suis passé de 7 points sur 60 à 35 points sur 60. Fait que, présentement, le gars, il n'est pas capable de voir une grosse amélioration. Bien, depuis 6 mois, il commence à avoir une amélioration dans ses chiffres un peu. Mais dans le fond, ce que ça me permet de faire avec lui, c'est de dire que là, on a bâti des fondations qui nous permettent que là, on va être capable de rentabiliser puis de récupérer de l'argent sur ce qu'on fait comme travail. Mais il fallait se faire une base. C'est ça qu'on a fait. Où on est rendu à faire un peu mieux, ça va être, vu que là, le troupeau, là, on a la grille de classement des fourrages qu'on a rencontré le minimum, la grille de classement du troupeau qu'on est rendu au minimum. Il nous reste à rencontrer le minimum au niveau de la grille de rotation des cultures. Puis là, on est à 2,4 hectares par kilo de gras produit en culture. Donc, on est proche de ce qu'on vise à avoir comme surface par kilo de gras qu'on produit. Mais on peut quand même améliorer encore ce qu'on fait dans cette rotation-là. On a 2 rotations de culture différentes sur la même ferme à cause des contraintes de sol. Donc, on a une rotation avec du maïs en silage pour des sols qui sont sans maïs en silage, plutôt pour des sols qui sont capricieux et difficiles à travailler au printemps. C'est des grosses argiles lourdes, difficiles à drainer, que tu ne peux pas semer de bonne heure. Donc, on n'est pas capable de les semer dans des bonnes conditions pour rendre du maïs en silage à maturité. Donc, cette rotation-là, ce qu'on fait, on implante avec du soude engrainé. Ensuite de ça, on a une année de prairie à la fin de laquelle on sème une céréale d'automne. On récolte, puis l'autre année, on récolte la céréale d'automne. Les rendements en tonnes de matière sèche sont d'environ 4 tonnes de matière sèche dans le soude engrainé, 8 tonnes au niveau des champs établis, des prairies établies, puis d'environ 2,5 tonnes dans la céréale. Puis quand je mets les valeurs au bout de ça, ça me donne, si je compte la moyenne de mes années de rotation, j'arriverai à 1840 $, puis je vous dis que je vise d'aller chercher 2000 $ de valeur de rotation en moyenne. Bon. Ça, c'est la situation actuelle. Mais c'est quand même mieux qu'en 2013. Là, au moins, on a un plan et ça tourne. Là. La rotation avec maïs en silage, plus une question de besoin, puis de surface, puis de potentiel de sol. Là. Donc, on fait 1 an de maïs en silage, 1 an de soya,
qu'il y a une céréale d'automne de semer après. Après ça, on récolte la céréale d'automne, puis on en ressème une autre. Après ça, on la récolte l'autre année, puis on fait une année de soudan grainé, puis 3 années pleines de prairies. Encore là, si je mets les tonnages, si je prends les rendements avec les valeurs de récolte, puis je compte la moyenne, j'arrive à 1850 $ de valeur de rotation dans celle-là aussi. Là, j'étais à 1840, puis j'arrive à 1856. C'est des rotations au final. Ça, c'est un autre exemple. J'ai 2 rotations complètement différentes, mais je peux les comparer entre elles en fonction d'une base similaire. Puis ces rotations-là, ils n'existent pas pour rien, c'est parce que je les lis en fonction du besoin du troupeau, là. C'est ça qu'il faut que je cultive pour arriver à produire ce que j'ai besoin. Mais il faut que je le fasse en ayant tout le temps, en me rapprochant tout le temps du mieux que je peux faire pour le sol aussi pour que ça m'en redonne à moyen terme. Là, il faut le mesurer, il faut le chiffrer. Fait que ça me permet de le faire. Bon, ça, c'est une critique des fois qu'on a, que l'herbe de Soudan, l'année d'implantation en pur, on n'a pas suffisamment de rendement. Il n'y avait rien l'année passée à deuxième coupe. Dans ce qui était établi, grainé de l'année, il n'y avait rien nulle part. Ben oui. Ben oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mes grilles de classement, à chaque année, ils se recalculent. L'année que mes rendements baissent, là, ma rotation baisse, puis je vous garantis que si ma grille se détériore par rapport à l'année d'avant, tu vas faire moins d'argent. Ça, je te le garantis. C'est un très bon exemple. Parce que je prends le rendement, je multiplie par la qualité que j'ai sortie. Bien, si je passe d'une rotation de 2500 $ à 1800 $ à cause du rendement cette année-là, c'est sûr que tu fais moins d'argent. Là, après, il faut trouver c'est dû à quoi. Mais quand il ne mouille pas pendant 60 jours, je fais moins d'argent. C'est sûr. Ça, c'est clair. Fait que dans le fond, ces calculs-là, ils peuvent être faits, mais même ils vont être faits à tous les ans. Puis, je vais être capable de vous dire au mois de septembre si vous allez faire une meilleure ou une moins bonne année financière. Ça va être bon quand vous allez rencontrer le banquier et vous dire cette année, ça va être plus serré, avant que lui s'en rende compte. Donc, situation actuelle, la santé du troupeau s'est améliorée à plein. Les rendements de foin ont presque doublé. Les quantités de concentrés achetés par rapport à 2013 ont baissé d'environ 50 %. J'ai une production légèrement supérieure à 2013. J'ai une augmentation du nombre de vaches par l'auto-remplacement. Le gars, il garde 15 vaches de plus, puis il n'a pas acheté de vaches. Puis, ce que ça a coûté pour reprendre les retards d'un semis, là, c'est environ 15 000 $ par année pendant 3 ans en semences, travaux de sol. Ça, des dépenses qu'après que la rotation marche bien, que tu sais, je vais en avoir moins grand à semer. Là, à un moment donné, tu manques de tout, puis bon, fait que faut que tu règles le problème. Là. Ça veut dire qu'on est rendu à récolter les bénéfices. On a beaucoup plus de liquidités générées dans les 6 derniers mois, mais les chiffres sur le comptable sont pas. Il n'y a pas une autre année complète de fête, là, si on veut. Là. Présentement, on achète environ 750 $ d'achat d'aliments par kilo de gras, puis on est à 2,3 hectares en culture par kilo de gras. Donc, on se rapproche pas mal du 400 $ puis du 2 hectares en culture. La rotation, bien, comme je vous disais, j'ai 2 rotations différentes. Puis là, bien, comment je peux faire pour passer de 1850 $ à plus de 2000 avec les contraintes qu'on a actuellement? Ça, c'est la zone grise. Depuis 10 ans, on a toujours eu des choses à essayer d'année en année avec qu'est-ce qu'on se rendait de c'était où la nouvelle limite. Là, 10 ans, on disait aux gens de faucher plus tôt. Après ça, on a dit, bien là, il va falloir le récolter aussi autrement. Après ça, bien ouais, finalement, on n'a peut-être pas toutes les bonnes espèces. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'à cette heure, c'est plus des essais. Bien là, d'améliorer la rotation, ça, il va y avoir pas mal de zones grises, puis c'est là qu'on est rendu. Bon, donc ce qu'on veut faire, c'est d'intégrer des engrais verts pour simuler une année de prairie, parce que dans ma rotation que j'ai, mon maïs en silage, j'ai 4 années de culture sarclée, puis après ça, je fais 4 années de céréales. Puis si j'avais pu faire du maïs en silage sur l'ensemble des terres de la ferme, j'aurais eu seulement 3 ou 2 années de culture sarclée. Puis quand j'aurais compté ma valeur de rotation, automatiquement, j'étais en haut de 2000 $ sans faire d'engrais vert. Mais là, j'ai une contrainte sur cette ferme-là. Fait que là, puis, on ne peut pas ajouter d'années à rotation, puis on n'a pas d'espace pour cultiver plus grand, puis de toute façon, ce n'est pas la vraie solution.
Donc, en 2018-2019, ce qu'il faut essayer, c'est un engrais vert bisannuel. Ça veut dire qu'après ma céréale d'automne, je vais semer un engrais vert. L'année avant que je ressème ce champ-là en foin, puis ce qui va nous dire l'impact sur la rotation, c'est qu'est-ce que le champ de foin va nous donner comme résultat. Puis pour voir la différence entre en avoir fait et pas, ça va être des demi-champs. Parce que sinon, je ne pourrais rien mesurer. Le champ va être beau ou il ne sera pas beau. Là. Mais tu sais, je ne saurais pas la différence avec si j'en avais fait ou pas. Puis ça, bien, ça fait quand même 3 ans qu'on en fait des engrais verts. Ça, c'est mon petit gars dans ce qu'on vise à faire comme type de stock, c'est de produire 2 à 5 tonnes de matière sèche hectare qui retournent au sol pour me redonner du gaz dans les années subséquentes. L'idée de simuler une année de prairie, c'est qu'on se rend compte que de faire du foin sur des retours de monoculture, ben ça me fait pas du beau foin. Fait que là, je soigne des vaches sur une ferme que dans la rotation, je ne suis pas capable de faire autrement que d'avoir 4 années de céréales avant de refaire du foin. Bien, on pense que si on fait une année d'engrais vert, on va s'améliorer. Bien là, on est rendu à le faire et à le mesurer. Puis c'est pour ça qu'en 2018, on prévoit de faire des demi-champs. Puis j'ai cette ferme-là, puis j'ai d'autres fermes aussi qu'on va le faire. Ça, c'est un calcul pour simuler qu'est-ce que ça pourrait avoir d'impact sur la rotation. Après mon année de céréales d'automne, après la 4e année de céréales, l'idée, c'est que je veux semer un engrais vert bisannuel. Puis, entre parenthèses, j'ai marqué la variation de rendement que ça me prendrait pour aller chercher une moyenne de rotation qui passe de 1 850 $ à 2 000 qui devient mon minimum. Puis c'est en le faisant, puis en mesurant la variation qu'on va avoir avec le côté qu'on va avoir fait de l'engrais vert puis le côté qu'il n'aura pas eu, qu'on va être capable de vraiment voir c'est quoi qu'on arrive comme vrai résultat dans la vraie vie. C'est là qu'on en est. Pour faire un petit résumé, bien, mes 3 grilles, grille de classement des fourrages, présentement, je suis autour de 330-355 $. Le troupeau de passer de 7 points sur 60 à 35 points sur 60. Puis, il me reste la rotation de culture. Premièrement, là, j'ai une rotation de culture, puis il me reste à la faire passer de 1850 à plus de 2000. Donc, c'est ce qui a été fait dans les 4 dernières années. Dans les 2 prochaines années, ce que je pense, c'est que si on n'augmente pas la grosseur du troupeau, parce que là, il a quand même monté de 15 vaches en même temps qu'il a amélioré son classement de troupeau. Là, mais si je n'augmente pas le classement de troupeau, ça va être facile de raméliorer encore les CCS, le nombre de lactations, puis de commencer à sélectionner pour le statut sanitaire. Ça veut dire que c'est assez facile de retourner chercher un autre 7 points sur 60. Donc là, je tomberai un troupeau à 42 sur 60. La moyenne du Québec est à 15 sur 60. Là. Puis je passe d'un troupeau, là, ça fait pas 20 ans qu'on travaille à faire ça. Là, je passe d'un troupeau qui était à terre. Là. Puis, l'idée, c'est que si j'améliore encore plus ma rotation de culture, ce qu'on veut mettre en place, c'est d'améliorer encore plus la stabilité de ce qu'on va donner comme type de fourrage. Puis en diminuant notre variation, bien, encore là, ça m'aide à améliorer mes critères de santé et la production, puis ça coûte presque rien finalement. Là, c'est juste de mieux faire ce qu'on fait déjà. Donc, on est à presque rien sur cette ferme-là de générer plus de 3 000 $ de bénéfices nets par kilo de gras. Puis, il y a une infinie de possibilités de situations de départ. J'ai des gens qui ont des fourrages qui classent. Mais je peux avoir un troupeau à 25 sur 60 avec des fourrages à 180 $ puis une rotation de culture à 2500. Mais c'est qu'en calculant ces 3 pans-là de la ferme, je suis capable de vraiment comparer des entreprises entre elles, puis de me développer des plans pour amener une rentabilité associée puis qui va tenir compte des contraintes de chacune des fermes. Puis je vous garantis qu'il y a des fermes que je ne pourrais pas faire 35 litres de lait par vache en faisant de l'argent. Puis il y a d'autres fermes que c'est bien facile. Puis souvent, c'est directement relié à la qualité des sols que j'ai. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur... il y a quand même un peu de matériel. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions.
Ouais, dans le fond, à 750 d'achat d'aliments par kilo de gras, c'est que il y a deux choses qui ajoutent encore qui sont faciles à enlever s'il continue d'améliorer ou à maintenir les fourrages qu'il fait là, c'est le lait en poudre et la préparation vêlage. Mais la préparation vêlage, c'est la dernière affaire que je vais enlever, puis aussitôt que ça ne marche pas bien, c'est la première affaire que je remets. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, tu sais, quand je regarde les moyennes au Québec en haut de 1200 bien à 750 c'est quand même plus tant que ça, ces achats d'aliments qu'il y a beaucoup, beaucoup à économiser. Là. C'est en haut de 1200 d'achat d'aliments par kilo de gras. Là. Il est quand même presque à la moitié de la moyenne des achats d'aliments par kilo de gras. Puis, j'ai aucunement parlé nulle part du lait qu'il faisait, à part dans le revenu de lait par kilo de gras, revenu par vache, si on veut. Là. Mais c'est un producteur qui fait des fois 22 litres de lait, des fois 27 litres de lait. Mais c'est ça. Bien, s'il est rendu à 300 grammes et plus de qualité de fourrage, comment tu peux expliquer la différence de lait? 22 à 27? Bien, il y a certaines variations quand même. Là. Puis les jours en lait, puis justement, là, il y a plein de choses. À un moment donné, quand j'ai un mois que j'ai 12 vélages, puis le mois d'après, je n'ai 3, bien 2 mois après, là, je fais pas le même lait nécessairement que les 2 mois avant. Là. Fait que, là, mais c'est pour ça que quand je regarde le litre de lait que je fais ce matin, là, c'est... Ouais, puis, je te dis, ça me dit absolument rien, là. Fait que l'argent qui est sauvé par rapport aux 50 moins de suppléments, D'achat d'aliments, oui. d'aliments, il est remplacé par l'amélioration de ses chiens. Bien, pour l'instant... C'est pour ça qu'il n'y a pas plus de cachot en ce moment. Oui, c'est ça. Pour l'instant, tu sais, ce qu'il a acheté de moins, il l'a investi en semences puis un petit peu en machinerie pour récolter autrement. Sauf que là, ces investissements-là sont faits. Là, je vais avoir une baisse des dépenses parce que j'ai plus besoin de semer autant que ça, mais en maintenant la qualité de ce que là, on s'est mis à produire. Mais c'est ça, je vous dis, ça prend 5 ans quand je mange une claque à la gueule avec des vaches, me replacer. C'est... Mais ça... Sauf que l'idée, c'est que si je vous dis ça, puis j'ai pas de chiffre, puis j'ai rien de manière de le mesurer, là, à un moment donné, là, je suis pas le Messie, là, c'est pas une secte, là, c'est... Tu sais, c'est pas de prêcher dans le désert, là, c'est qu'il faut se structurer, là, pour voir où on s'en va, là, puis de mesurer le plan qu'on s'est établi ensemble, si ça fonctionne et tout. C'est ça l'objectif de ce guide-là. Oui, Steve? Ton engrais bisannuel que tu as implanté après la céréale, Oui. Bon, on veut... Puis ça, tu vois, là, Steve me pose des questions sur la zone grise, là. L'idée de l'engrais vert, c'est qu'on va essayer de le semer en même temps qu'on sème les autres champs de céréales d'automne, genre entre le 15 et le 25 août. On veut avoir une partie de stock qui pousse à l'automne, puis une autre partie de stock qui pousse le printemps suivant. Donc, dans cette rotation-là, je ne peux pas me faire une année d'engrais vert, je n'ai pas de place. Tu sais, j'ai besoin de tout le stock que je produis. Fait que de là, l'idée que les céréales d'automne viennent intéressantes parce qu'ils me créent un trou en fin puis début de saison sans me couper mon rendement de grain. Puis, ça, c'est un producteur conventionnel, donc je peux faire ça aussi sans travailler mes sols, en semi-direct. Tu sais, fait que ça, c'est une... Puis, tu sais, là, mes producteurs bio n'ont pas la même contrainte, mais tu sais, c'est pour ça que je vous dis, là, j'ai une foule de contraintes et de possibilités, toutes différentes sur chacune des fermes, mais tout le monde veut faire de l'argent. Puis après ça, on se compare sur un point. Comment tu fais de lait par vache? Puis là, quand quelqu'un n'est pas content, c'est moi qui fesse. Mais voyons donc. Ça marche pas. Mais... Oui, mais là, Jean-François, lui, il n'a pas besoin d'engrais vert, il cultive de la terre magique, c'est pas pareil. C'est pour ça, je compte la ration. Ça, c'est un bon exemple. Tantôt, Jean-François, il dit, mais là, refaire les champs aux 4 ans, ça n'a pas de bon sens. Je suis sûr que ces champs sont aux 6-7 ans, je calcule mon rotation de culture, je suis à 2500$. Il a raison. Tu sais, c'est pour ça qu'il... Mais sauf que là, je le calcule avec Jean-François, je dis, ben oui, 2500$, c'est bien beau, on ne change rien. Mais je vais arriver chez un autre gars, puis il était à 1200$, garçon, je pense qu'on va faire de quoi, hein? Fait que c'est pour ça qu'il faut le mesurer en dollars. Ça, hein? Ah oui, mais... Puis ça peut très bien que tu aies raison. Fait que puis justement, je ne peux pas arriver avec des affaires pour que je vende tout le monde pareil parce que justement, vous êtes tous différents sur vos fermes. Puis c'est normal, c'est ça de l'agriculture.